Zizou. Salut Kada. Salut Kada, salut Kada. Ok Gérard, tu me dis c'est bon, ça veut dire que tu as reçu la notification. On attend que les gens arrivent doucement. Douga, douga. Salut Sif, salut Bibicha. Salut Chanel. Et ben voilà, Papa You a rejoint. Alors on m'a dit Papa You a rejoint, mais... Salut Molad. Salut tout le monde. Ça va? Oui, ça va. Il y a mon ami Gérard Ramichaud, mon instructeur, qui est à l'écoute, mais bon, il est avec PC, donc il ne pourra pas monter. Et il est à l'écoute du live. Ça va, hier, tu t'es sauvé. On est venu me chercher. Donc j'avais dit salut, je dois partir. Eh ben, ça va, ça s'est bien passé. Oui, petit dîner léger. Ouais. Et ce matin, une mauvaise journée. Pourquoi une mauvaise journée? Ben, j'ai la maman qui est tombée, donc ils l'ont opérée. Oh. Elle s'est cassé le bras, donc une plaque. Bon, je te dis pas. Heureusement. Elle a quoi, le col du fémur? Non, non, ça va, c'est pas. Ah, C'est ça. bon. À son instant, c'est pas le col du fémur, ça. Ouais. Cadavre qui te dit il a raté pour la seconde fois le 350. Ouais. Et toi, ça va, Nordin? Comme d'habitude. Il fait mauvais ici. Enfin, il fait mauvais. Il y a du Oui. vent, de la pluie. Ici, c'est couvert. Un petit peu frais, je trouve, mais bon. De gusting, bon, pas beaucoup, de 10-25 jusqu'à 25, enfin 20-35. Donc, et en 0,60, donc la 10 en service. Salut Zizou. Et Kilo Québec, en direct des pistes de Delivery Airbus à Toulouse. Salut. Ça monte tout doucement. Bonjour Asdin. Salut Osdin. Salut, salut. Abdel, salut. J'étais monté Paki Shenzhou, je sais pas. Salut, Paki Shenzo, salut. Ton mic, ouvre ton micro. Ton micro, appuie sur le micro. Paki, Shenzo, ton micro. Appuie, voilà, vas-y, salut. Oui, bonsoir. Salut, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, ça va bien, et chez vous? Il y a un décalage donc, on te reçoit en retard ou tu nous reçois en retard. Une des deux. Il y a un décalage de 2 secondes à peu près. De quoi? Il y a un décalage dans le son, dans la voix, de 2 secondes à peu près. Tu appelles d'où? Paki. Au Ghana? D'accord, c'est pour ça, oui. C'est pour ça qu'il y a un retard de son. Oui, ça va? Ok, chez moi aussi ça va bien, par la grâce de Dieu. Ça se passe bien au Ghana? Oui, Qu'est-ce que tu fais dans la vie sans indiscrétion? coiffure homme. Quoi? Coiffure homme. J'ai pas compris. Excuse-moi. Baba.
Coiffure homme. Ah, d'accord, coiffure homme. Kada El Oui, Ami, je fais de la coiffure homme, ça va? oui. Bon, moi, je serais un très mauvais client pour toi. Ok. Moi, je pourrais pas être un client, là. Tu as une question à poser sur l'aviation? Hmm? Tu as une question à poser sur l'aviation? Oh non, 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 non. C'est que je viens de vous saluer un peu. Merci pour les salutations. Et pourtant, les tondeuses que tu as, elles font du bruit comme les petits moteurs, là. Ok. Merci, merci Paki, pour tes salutations. Ok. Allez, ça. Merci bien. Voilà. Il est donateur numéro 1. Bon, celui qui n'a jamais donné à Oualaja. Michel. Salut Michel, salut Farid. Monsieur, bonjour. Wesh donateur, salam alaikum. Salut Michel. Salam. J'ai disparu دورتوها لك وهليك les coiffeurs وقيلا. C'est bien ça. Ben, qu'est-ce que tu veux? Il faut se rabattre sur ce qu'on a sous la main, qu'est-ce que tu veux? On a Tu perdu seras pas clean. certainement un manager d'école. Et qu'est-ce que tu veux? C'est tant qu'il voit les coiffeurs, hein. Quoique, le moteur du Victor, du Sierra Mike, c'est 2 tondeuses, non? Non, je rigole. Non, c'est Tu aurais, vrai, tu c'est aurais des dû temps. dire Nordine. Tu aurais dû Ok. dire Nordine, deux sèche-cheveux. Deux sèche-cheveux pour le coiffeur. Là, celle-là, il la connaît, donc, puisqu'on parlait avec coiffeur, donc je voulais parler de la tondeuse. J'ai une question. Comment faire en cas de crash? Si Ah, tu as une réponse à ça, comment faire en cas de crash? Ben, en cas de crash, d'abord, il faut voir si ce crash, comment il s'est terminé, ce crash. Est-ce que c'est un beau crash ou un mauvais crash? Si c'est un crash définitif, c'est-à-dire qu'on ne pourra rien faire, c'est que les gars sont décimés. Mais si c'est un crash négocié, c'est-à-dire que le gars n'avait pas de moyen de faire autre chose que de se poser en brousse ou sur une piste en herbe ou se rapprocher le plus d'une ville ou là, et ben là, la première des choses à faire, c'est d'abord déterminer qui est resté en état complet pour faire un rassemblement, les évacuer le plus vite possible, s'occuper des blessés, essayer d'avoir la radio pour appeler les secours. Bien sûr, si c'est à côté des villes ou d'un aéroport, ça se verra tout de suite. Si c'est loin, et donc il y a une balise qui va émettre pour le lieu du crash et tout, et bon, essayer d'utiliser les moyens, les téléphones, les moyens de bord pour d'abord s'occuper des blessés et attendre des secours, hein, c'est tout ce que... Et sécuriser la boîte noire si possible, si elle est accessible, la sécuriser pour que ça puisse donner ensuite ses résultats. C'est tout. Et d'abord, il faut tout faire pour éviter ce crash. Et pour cela, il faut essayer de faire tout ce qui est en son possible pour l'éviter. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Mais une question comme ça, comment faire en cas de crash? Eh ben, oui, voilà. En gros, c'est ça. Tu veux dire quelque chose, Mourad? Mourad? attends, j'étais en train de répondre à Walid. Rien à dire. Attends, on va faire monter Walid. Alors, comment ça s'est passé, Michel? Salut à Au tous. revoir. Walid, Attends, Salut Walid. Vous allez bien? Yes, Farid, Nordine, Mourad. Ça va, je te remercie. au micro, laisse Oula, Michel oui, ça va. les portes ouvertes. Michel, yes. Raconte-nous un peu les portes ouvertes. Oui, ça s'est bien passé, très bien. Bon, Oran, on l'a reporté. On l'a reporté parce qu'on avait un truc à faire d'urgence sur la base Eltema, donc on va la reporter peut-être à la fin de l'année, mais sinon sur Bombardier, ça s'est bien passé. Très bien. Ouais, j'ai vu que tu étais en train de faire des essais de maintenance. J'ai vu un...
Donc c'est check, truc et tout, donc mettre en des points fixes et tout. J'ai vu que tu t'occupais de ça, c'est ça? C'est normal, ouais, bah, c'est le protocole, hein, t'as la maintenance, c'est obligatoire. Donc les mécaniciens, le camo, le Jmaga, ils sont en charge justement de suivre le manuel de maintenance, l'AMM. L'AMM ou l'AFM. Donc les procédures de maintenance avec, c'est normal, hein. Et, et au niveau autorisation et tout, tout est bon. Oui. Paperasse. Bah, on attend de finir la formation qui va se faire prochainement là. Donc c'est imminent, donc le déplacement est imminent pour faire ce qu'on appelle la qualif type de l'avion pour les B1, pour les B2 et pour obtenir plus tard la PRS. D'accord. Voilà. Donc sinon l'exploitation elle est prête, c'est-à-dire on a déjà le principe pour l'exploitation. يعني في كلش. بقاتنا غير l'écart هذا qu'on va régler dans pas longtemps. On va commencer les vols normalement au mois de décembre. Bien. Voilà. C'est bien. Et qu'est-ce que ça donnait Bah comme oui, effet? un avion doit voler, il ne doit pas rester au sol. C'est le principe même d'un avion, sinon il coûtera de l'argent, plus il reste au sol, plus il coûtera. Surtout que la maintenance, parce que tu rentres avec l'aspect qu'on appelle le calendaire, c'est-à-dire tu effectues des maintenances sur un avion qui ne travaille pas, c'est-à-dire que mais c'est normal, bon, donc c'est pas داخله في l'exploitation. Attends, on va voir Airbus, un BBRS qui veut monter, nous faire voir un Airbus 350, 4 2 minutes. Oui, Salam alaikum. Alors, il arrive, c'est le prochain intégré. mets ta caméra. L'activer. C'était une demande au bâtiment. Très bien. Attends, on va t'aller demander. Donc, il vient d'arriver. Normalement, c'est le prochain. Voilà. Il y a un 320 d'abord, il sera juste après. Je coupe mon micro comme ça, je vous laisse parler. Vas-y. J'ai appris aussi pour Chalabi, et à son âme aussi, c'était quand même un événement, Malheureux. la vie, hein, donc... hein. Oui, c'est dommage qu'il repose en paix. Je suis en train de voir que. Mourad, ça va? Tu vas bien? La famille, ça va? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Kilo Québec, il est où, Kilo Québec? Il est à Toulouse, lui. Ah, d'accord, ok. Il est à côté de delivery d'Airbus. D'accord, ok. Attends, on va peut-être. Ah. Ils ont une zone propre à eux, tellement t'as le delivery, hein? Oui, oui, c'est une grande zone. Ils ont même un aéroport. Je vais vous le montrer, il est juste là, là. Là, il y a du Delta, il y a du Ethiopian, il y a Pegasus. Là, il y en a un. Bah, on voit mal, j'arrive pas à zoomer. Il y en a un là aussi, un 321, il me semble. Mais là, en face, il y a l'aéroport. Ouais. Tu peux pas zoomer plus? Ou bien non, tu peux pas. Attends, je vais essayer, mais. Non, j'arrive pas à zoomer. Ah non, c'est quand t'es comme ça en live, non, tu peux pas. Ah, bah, il y en a un qui a atterri là, ça, c'est un 320. Alors, il est. Bon, on a du mal à le voir, je suis désolé, mais. On voit le. Ouais. Ouais. Tu es loin, Kilo Delta. C'est. Je sais pas c'est quoi ça comme compagnie. Il y a le 350 juste derrière. Il va, on sait comment il va pas tarder à atterrir là. Là, il y a un fly deal. Et la suite. Attends, on va faire ça. Attends, on va faire ça. On va faire ça, changer. Et on va faire ça. Voilà.
Alors, Nordine, ce qui est incroyable à Toulouse, c'est quand on avait fait le vol de réception, Ouais. dès que tu décolles, tu as le contrôleur approche et il te transfère au centre de contrôle vol d'essai. Et il y a un contrôleur par avion en essai. Ok. Il faut voir comment ils arrivent à gérer avec le trafic en transit, le trafic qui se pose à Toulouse et le vol d'essai en lui-même, hein. Et il y en a plusieurs. C'est leur job, hein. Depuis tout à l'heure, il y a du monde, ouais, ça bouge, il y a du trafic. Je l'avais vécu quand on a ramené le Juliette Bravo de là-bas. Ouais. Ah, c'est super ça. Bien et tout. Spanish Ismaël. Géant, c'est pas loin de chez toi, là. C'est à Toulouse. Il y a de quoi mettre une chaise longue ici. Mais Michel, il faut savoir qu'il y a beaucoup de spotters au niveau de Toulouse hein, qui se mettent aux Pas abords. tout seul. Je suis pas tout seul, moi là, il y a du monde, hein. Il y a un joli parking comme ça. Eh, c'est un super parking. Ouais, et là, il y a la partie en hauteur aussi, c'est pas mal. On voit encore mieux. Mais il était fermé quand je suis arrivé. Ouais. Alors là, je sais J'ai pas une si. belle table pliante à montrer. Ah, je suis venu me poser ici, j'ai mangé, je me suis pris un petit truc à manger, je suis venu me poser ici. Et le 3,50, ah, il est là. Alors. Voilà, on va le voir juste ici, là. Je crois que c'est le carbone livré, il me semble. La mise des gaz, peut-être qu'il va faire. Ouais, c'est ça, c'est le 3,50 livré carbone. Il est beau, hein. Ouais, il est magnifique, cette livrée-là. Et bientôt, tu vas voir Il C'est est... fait. l'Algérie. T'as Airbus, هذا, c'est l'avion d'Airbus. Enfin, plutôt, Exactement, t'as l'usine ou là, t'as la compagnie. c'est ça. Ah, Ils sont sûrement en train de faire des tests ou là. on a un Ryanair là qui décolle, là, Malta Air. Bon, c'est pas la même ambiance. Ah, celui qu'on avait atterri tout à l'heure, au 320 là. Moi, je trouve que l'angle, si tu veux, l'angle d'attaque de spotting n'est pas tellement. C'est pas le meilleur là. Ouais, je suis un peu. Mais, Bah, les arbres ils cachent un petit peu. Quand on est dans l'autre sens, on voit mieux, je trouve. c'est vrai, c'est vrai. Bon, on voit pas grand chose. Voilà, je vous ai partagé ce petit moment là. Je vais redescendre, je vais vous laisser. C'est quelle piste c'est la 19, non? Non, ça, 14, On 32. rappelle plus sur la piste à Homelef Bio. Il me semble que c'est 14, 32. exact, exact, C'est ça. exact. Left. Là, c'est la left, celle-là qui vient d'atterrir. L'autre, elle est pas. Ils ont fait quelques décollages. Ah bah lui, il va décoller sur la à droite. Ouais. Après, on voit pas grand-chose. Merci beaucoup pour le partage, hein. Avec plaisir. Je vais vous laisser. Je vais redescendre. Merci, merci. Bon courage à toi, merci. Smoothie landing, yes. La 350, on va dire en termes commercial, c'est un mastodonte, hein. Actuellement, il est en train de se faire une belle place. C'est ce qui se fait de mieux pour l'instant. Il y a lui, il y a le dernier. Même s'il pose un peu de petits problèmes, mais ça va vraiment l'ordre. Ouais, je pense que, on va dire qu'avec la traversée de Boeing, ce qui s'est passé, bon, l'ancien 777, c'est une machine afrique, hein, même en termes Il a il remplacé, est très respectable, hein.
Il a remplacé 67 dans l'item Moneymaker, dans la catégorie Moneymaker. ouais. C'est un avion qui fait rentrer beaucoup d'argent. Mais la Tu es au courant, 350, hein, la Michel, de la... 350-320. 321, Tu es au courant, XLR. 321. 321 XLR. Tu es au courant, Michel, On en parlait avec Nordine au niveau de l'Usto. La section Oui. Lahore. Oui, il est au Tu es courant. au courant de ça, non? Ah, le simulateur. C'est pas des simulateurs, c'est des MCC, si tu veux, c'est des links, c'est des statiques, hein, c'est pas des C'est simulateurs. un. Moi, j'étais très content. Bon, qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont critiqué et tout ça. Moi, j'étais pas vraiment dans cette optique-là. J'étais vraiment content pour eux. Parce que pour les gens qui ont fait avionique et tout ça, ça leur permet de voir une idée sur les instruments basiques. On peut avoir le fonctionnement تاعهم, comment c'est tout ce qui va avec. C'est un genre de BITD, Basic Instrument Training Display, un truc comme ça. Ce n'est pas pour la Voilà. formation de pilote, c'est pas pour le pilotage. C'est des basic training. C'est pour, Ouais, مليح. c'est pour avoir pratiquement tous les visus, la gesticulation, comment faire, comment travailler avec ça et tout. C'est super C'est bien. bon pour la matérialisation, مليح, pour la matérialisation, excellent. Et JB, Si- La configuration, ne les dérangez pas. Salut les amis, tea time. je configure et j'arrive. Salut, Captain Gars. Il fait la checklist. Là, on se prépare pour le défilé, le premier. Ah, ça va être, d'après ce que j'ai vu, Huge. ça va être énorme. Ouais, j'ai eu quelques petits aperçus, donc ça va être bien, hein, yani, pour les Ça va être amateurs beaucoup. d'aviation, Très chaud. ça va être. Eh, Ça va être plus qu'énorme, ça va être grandiose. il y aura du sous-30. Félix, tu as ta page qui est en pause. On t'entend, mais tu es en pause. On m'entend, mais je suis en pause. Oui. Ta page, elle est Ouais, en tu as la Alors tasse de là- café. Et Euh, l'invité sera bientôt de retour. C'est bien. Bah, je vais quitter la page, je reviens. Tu changes, seulement tu changes de Si page. ça dérange pas, je reste comme ça. Non, tu Ouais, j'ai changé. à droite ou à gauche, ça va revenir. Ou tu sors de TikTok, tu reviens. Et tu sors de TikTok, tu reviens. Et là, Très c'est bien, bon. voilà. J'espère qu'il y aura le MiG-25, mais apparemment, d'après ce que j'ai lu sur les forums, c'était en 2022 qui a été retiré. Dommage, hein, c'était la dernière nation à avoir utilisé le Foxbat. Et surtout les versions TANA, on avait après là, beaucoup de versions PDS, PU. On a même la version biplace. Ouais. Peut-être qui sera là. Attends, pour ne pas faire de jaloux et profiter d'une cigarette, je vais retourner la caméra. On a une vue sur le jet derrière toi. Oui. Alors Walid, ça va? Ça va et toi, Morad? Ça va, bah, demain je serai à 16h. Walid, Ouais, on se parle tout à l'heure pour que tu me dis comment on fait pour venir te chercher. Je passe à l'hôtel, direct. Ok, tu me donneras les coordonnées. J'espère qu'on aura le beau temps, mais quoi qu'il en soit, je viendrai te chercher, puis j'espère qu'on aura le beau temps pour faire une très belle balade. Do not disturb the life, please. Walid, Oui, Morad. amène le maillot. Peut-être pas, mais oui, emmène-le. Ah bah, on sait jamais, hein. Ben oui, emmène-le. Moi, tu sais quoi, la dernière fois que j'ai été, ben, j'ai pas emmené le maillot et j'aurais dû. Ah. J'aurais dû. Bon, on va saluer JB. J'y vais. Salut, Captain. Et ça va? Captain, viens là. Salut, salut. Ça va et toi? Alhamdulillah. Ça va. Pas sur le CX, j'ai travaillé sur le second régime. Ah ouais. C'était prévu de toute façon. Ouais.
Toujours avec Marcel, les JB. secteurs de stabilité, de vitesse et d'instabilité, etc. JB, qu'est-ce que tu m'avais dit hier? On devait répondre à quelqu'un, non? Ou bien non, il n'y avait rien. Non, hier, il y avait une dame qui avait demandé pour si on pouvait donner des conseils à sa fille. Ah ouais. Voilà. Non, elle n'avait pas demandé de conseil, elle avait dit si vous pouvez me donner un coup de main. Et donc c'était. Pour un coup de main, ouais. Oui, bon, c'est pas de notre ressort, si tu veux, c'est pas. Alors, Les coups de main, on ne sait pas faire. Les coups de pied, oui. exact. Lies, Dans la prochaine vidéo, Walid il sera content parce qu'il y aura le soft take-off là. On va en parler. C'était toi qui en avais parlé, Walid, non? Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec l'hydravion. On décolle avec le soft take-off, le soft landing. Alors, justement, en C'était- pratique, parce que moi, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait ça. Donc, en pratique, si tu peux me donner des chiffres, par exemple, bon, on va dire que tu as une vitesse de décollage à, on va dire, 60 nœuds, à peu près, hein, par exemple, 60 nœuds. Donc, si j'ai bien compris, ce que vous faites, c'est que à 60 nœuds, vous déjaugez, ensuite vous restez en palier jusqu'à atteindre, mettons, 80, 85 nœuds, et à partir de là, vous commencez à monter. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Alors, comment faire? Déjà, quand on rentre, faut pas qu'on freine, faut qu'on le fait en un seul mouvement. Quand on quitte le holding short, on fait en un seul mouvement et on tire sur le manche tout de suite, et après on met pleine puissance. On lâche légèrement le manche pour pas qu'on touche derrière, qu'on fait un tie check, et après on décolle avant VR. Ça veut dire on décolle à peu près à 50 nœuds. Ça, tu parles en hydravion, c'est ça? En hydravion. Ça, c'est ce qu'on fait en hydravion, mais c'est ce qu'on pratique aussi avec un Cessna 150 normal. Alors, répète-moi. Donc, votre vitesse de décollage, c'est combien? Alors normalement, le VR, c'est 60 nœuds, mais nous, on est airborne avant 60 nœuds. Ça veut dire que l'avion, on met 10 degrés de flaps, l'avion, il se lève un petit peu, et dès qu'il se lève, on met le nez droit pour qu'on cherche soit VX ou V1, donc 70 nœuds ou 80 nœuds. Demain, je te filme tout. Demain, je te filme tout. Donc, 60 nœuds, vous déjaugez, enfin, c'est la VLOF en quelque sorte, et Ouais, ensuite, c'est 50 nœuds. vous maintenez un palier jusqu'à 70-80 nœuds, c'est ça? C'est ça. Donc, à ce moment-là, vous adoptez VX ou VY? Ça dépend. Si on a un obstacle, D'accord. on utilise VX. VX, oui, d'accord. Si on n'a pas d'obstacle, on cherche VY pour. D'accord, ok, d'accord. Je vais tout te filmer demain. enfin, si tu tombes pas d'hydravion. Hein. Oui. Parce que ça fait tellement longtemps, enfin, moi, j'ai pas souvenir de ce qu'on faisait à l'époque, hein. J'ai pas du tout souvenir de ça. Et c'est vrai que le Canada, ils insistent beaucoup dessus parce que ils ont tendance à se poser sur le gazon, à se poser un peu partout. Moi, je me suis posé une seule fois sur de l'herbe, hein, donc, et décollé une seule fois sur de l'herbe. Donc, et c'était même pas moi qui étais aux commandes, c'était mon binôme, donc. Captain Vialin, c'était Sifer qui nous en avait parlé aussi hier. C'était Sifer. Absolument. Si vous vous Et c'est rappelez. Sifer qui m'a demandé de faire un truc sur le second régime. Exact. Il est au Canada, Sifer? Non, donc il est en France. Ouais, Il est en enfin, France. Ouais. D'ailleurs, ça m'est arrivé avant-hier. J'étais en vol et puis il y avait un champion derrière qui était trop proche. Donc la tour, elle lui a dit overshoot parce que tu es trop proche de celui qui est en train d'attirer. Il a dit c'est pas grave, je vais me poser sur l'herbe. Donc du coup, il s'est posé sur l'herbe. Nordine, tu t'es posé sur l'herbe quand tu as fait. On a fait des atterrissages sur le gazon. Allez. mais pas trop. Hein. J'avais fait sur C130 avec Goa quand on a été chercher Cola de Béziers. Et donc il m'avait demandé de poser. Mais sinon, c'était pas le but. Gérard est là, dommage, il peut pas monter parce que lui, il peut nous en parler parce que il est dans le chat. Il est fan de toi, je t'ai dit hier, JB. Hein. Gérard est fan de toi. Hein.
Merci. Alors, JP et Nordin, je vais vous raconter une anecdote avec, euh, comment il s'appelle, Laoufi, Mohamed. Oui. C'était en France et puis on va sur un terrain et c'était un terrain en herbe. Et c'était avec Donenwald puisque Michou nous entend. Et Laoufi, on était vertical terrain, mais il cherchait, il n'arrivait pas à trouver la piste. Puis à un moment, il lui fait panne. Recherche du terrain, etc. Laoufi se pose, ben voilà, tu l'as trouvé la piste, il lui dit. On était sur le terrain lui-même. Nous, on s'était posé sur l'herbe avec Ahmed Nemdil, là, yarahmou. Oui. Et parce que quand on était en stage à Hasbrook, lui, il fallait qu'il fasse des heures de solo. Donc, il faisait des heures solo sur Petit Prince. Et moi, de temps en temps, j'allais avec lui. Et on va à Dunkerque. Et Dunkerque, c'était une piste en herbe. Alors, il se pose comme on avait l'habitude de se poser, tu vois. Et puis, à un moment, on a commencé à voir les lifts qui commençaient à couper l'herbe devant l'avion. Alors, on s'est arrêté de peur d'abîmer quelque chose, quoi. Alors après, il y a les gars de l'aéroclub qui sont venus, ils se sont foutus de notre gueule. Ah bon, vous êtes des élèves pilotes de ligne, machin, tout ça. Vous savez pas vous poser dans l'herbe. Parce qu'en fait, ils nous ont expliqué après qu'il fallait rouler avec le manche vraiment tiré en arrière de manière à soulever la roulette de nez. Mais nous, on savait pas faire ça. Il On fallait savait attendre pas que faire l'avion ça. tombe tout seul. Exact, on savait pas faire ça, non. Ben, il fallait faire le travail du jardinier. Il fallait. On a élagué un peu l'herbe. Ouais. Salut, ma souris. Et surtout qu'on n'a pas le droit d'utiliser les freins pendant un soft landing. Ah ouais. C'est pas tout ça. On a. Et moi, en tout et pour tout, je sais pas, toi aussi, Nourdine, ça c'était la même chose. Encore, nous, on a fait de l'aéroclub, on a fait pas mal d'heures en aéroclub et tout. Mais moi, quand je suis sorti d'école, je devais avoir 300 heures. Donc, j'ai 300 heures en tout et pour tout sur les milliers d'heures de vol que j'ai. J'ai 300 heures sur avion à hélice, c'est tout. Hein. Le reste, c'est tout du jet. Hein. Alors, le chat, réveillez-vous. Après, sur l'hydravion, c'est un peu différent. Quand on décolle de l'eau, et ben en fait, on décolle d'un côté et après d'un autre. Parce qu'en fait, l'hydravion, il a tendance à être aspiré par l'eau. Et du coup, il faut sortir un flotteur en premier et après sortir le deuxième pour pouvoir décoller. Ça diminue la traînée, comme ça, quand on sort un flotteur, je suppose que ça, forcément, ça diminue, quoi. C'est ça, et surtout pour casser l'aspiration par l'eau. Question, Walid, au sujet de l'assurance. Quand tu prends quelqu'un, Oui. ça se passe comment? Alors, ça dépend, cette personne, c'est qui. Si c'est considéré comme quelqu'un en visite, bah, il est assuré par l'école normalement, mais avec l'assurance de l'école qui couvre. Moi, en tant qu'élève pilote, bah, j'ai ma propre assurance. Et je suis aussi assuré par l'école, donc il y a deux assurances. Parce que moi, là, il est assuré H24 pendant et hors service, mais il faudrait pas qu'il fasse de sport de combat ou quelque chose comme ça, c'est tout. L'assurance, elle le couvre. Sa licence, elle couvre. Donc ne t'en fais pas. Même si tu le jettes, ça par-dessus bord. Après, Éviter la bagarre. ouais, pour Morad, il sera pas sous ma responsabilité, donc il sera bien assuré. Parce que sinon, si c'est moi qui est aux commandes, bah, ça risque d'être compliqué. D'accord. Moi, je viens en observateur avec un maillot de bain. En observateur ou en voyeur? Les deux. Walid, GoPro Moraka. Ah, j'en ai. C'est prévu. GoPro. On a des spots partout dans les avions pour le GoPro, donc ça va. Moi, maintenant, j'ai installé trois positions. Une du côté droit, une à l'avant, une à l'arrière. C'est bien, c'est bien. J'ai la DigiPocket si tu veux aussi. Hein. Et bonne résolution aussi. Très, très bonne résolution. Alors le chat. Wake up.
Eh ben, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu. Ah, dans notre Adèle, le commandant peut-il annuler carrément le décollage de l'avion pour raison de surpoids de l'avion? Ben oui, oui. Mais il va pas l'annuler Qu'ils se comme rendent ça. compte. Encore faut-il qu'ils se rendent compte du surpoids, c'est ça. Quand on s'en rend compte, il est déjà trop tard. Exact, exact. Parce Commandant que des- logiquement, logiquement, le commandant est tenu, avec son équipage, bien sûr, avec son pilote, et en ce moment, le PNC, c'est le briefing sécurité et tout, mais il est tenu d'avoir un devis de masse et tout conforme à l'avion, c'est-à-dire ne pas dépasser le truc d'atterrissage, la max zero fuel, enfin la max zero take-off, le fuel à emporter, conformément à un jet plane, tout ça. Donc, s'il passe à côté de ça, c'est qu'il y a un problème. Mais s'il le constate aux opérations, ça va, ça passe. S'il monte à bord et qu'on lui ramène les papiers et que c'est, il voit qu'il y a quelque chose, bien sûr, ça c'est clair. Avant qu'il signe, parce qu'il doit signer la load sheet. Quand il appose sa signature, c'est qu'il va prendre la responsabilité de tout ce qu'il a lu. Après, il ne pourra pas dire non, je sais, je savais pas, et on m'a truandé quelque chose. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Un dossier de vol, ça se prépare sérieusement aux opérations, enfin à la PVD. Je rappelle la fameuse phrase en anglais, après la dire en français. By failing to prepare, you prepare to fail. Par l'absence de préparation, vous vous préparez à rater. Exact. D'ailleurs, même à l'école, on est testé sur ça très très tôt, hein. Et je me rappelle, au bout de 10 heures, j'ai été testé. Mon examinateur, il m'a mis un avion qui était en surpoids. Il fallait le découvrir et il fallait proposer des solutions aussi. Sur un avion de ligne, étant donné que le nombre de passagers provient déjà du système d'enregistrement, donc il n'y a pas de possibilité de cheating. En plus de ça, on vérifie avec le PNC que le nombre de passagers inscrits sur le devis de masse, c'est bien le nombre de passagers qu'on a à bord. Ensuite, bon, le poids des bagages, c'est pareil, ça provient du DCS. Le fret qu'on peut avoir à bord, pareil, ça a été pesé, repesé, etc. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Mais là où il peut y avoir un souci et il faut vérifier, c'est sur le plan de chargement. Ça dépend où on a mis les choses. Et là, on peut découvrir que il peut y avoir une différence sur la position du centre de gravité, donc sur le centrage. Et là, ça peut être hyper dangereux. JB, il y a une question de. Comment il s'appelle The Dream Become Tree demande quelle matière qui a été rajoutée dans l'aviation. Toi qui es encore instructeur. Quelle matière qui a été rajoutée dans l'aviation? Ben, il y a les 14 certificats. Bon, par rapport à ce qu'on a fait, nous, à l'époque, il y a 50 ans en arrière, ce qui a été rajouté surtout, c'est le CRM, enfin, les facteurs humains. C'est surtout ça qui a été rajouté. Comme les annexes, hein. Ils ont rajouté un annexe, donc à l'OACI, donc... Le 19e. Oui, le 19e, exact. C'est bizarre parce que moi, c'est j'ai du pas... modulaire au Canada. Oui, il y en a pas mal. Ah, ok. Il n'y a pas d'indicateur de poids avant décollage, que je sache, hein, tout au moins. Il n'y a pas un truc qui nous donne le poids de l'avion, c'est tout par le calcul. Nordin, il y a Khalid Abou Messoudi, comme tu as dit hier, qui a posé une question très intéressante en parlant comment vous réagissez quand la piste est verglaçante pour parquer. Est-ce que vous faites un tour? Pour parquer, c'est-à-dire pour se poser ou pour... parce que vous faites un tour. Oui, voilà. Donc, c'est entre... Bon, mais on fait très attention, c'est tout, hein. Si on est au sol, le roulage, déjà qu'il est en réalité moins de 14 nœuds sur la 330, va être réduit vers 8 quand elle est verglaçante d'abord. Si c'est vraiment le verglas qui est annoncé au début, flatis et tout, il n'y a pas d'atterrissage, cet aéroport il doit être nettoyé. Donc déjà. Mais disons que
Disons qu'au niveau de l'atterrissage, plus ensuite, le pilote il sent que ça glisse ou quelque chose comme ça. C'est très simple, le roulage doit se faire d'une façon vraiment au minimum. Quand je dis minimum, c'est-à-dire presque, on dit qu'un avion doit rouler à la vitesse d'un homme qui marche. Mais là, il faudrait que cet avion roule à la vitesse d'un homme qui rampe. Tu vois, c'est comme ça, c'est pour éviter le ripage des roues, pour éviter les glissades dans les à côté, ou à la limite, pardon. Et c'est pour ça, il y a des aéroports où d'ailleurs c'est indiqué. À Dubaï, par contre, quand on rentre au satellite, c'est 4 nœuds. 4 nœuds, c'est à peu près 8 km max. C'est réduit à 4 nœuds pour le roulage. Alors 4 nœuds, vous allez vous dire, c'est rien. Mais on sent que l'avion roule à 4 nœuds. Une masse qui se déplace, Morden. Tu as vu la masse aussi d'un 777 ou d'un 380. Donc 4 nœuds, déjà, c'est pour lui. Je me souviens de Moscou l'hiver. Je ne sais pas si ça s'est amélioré depuis, mais Moscou l'hiver, la piste était déneigée, mais pas les taxiways. Exact. Et je me souviens à Sheremetyevo 2 être rentré une fois avec le 727 et le parking était complètement verglacé. On roulait, comme disait Nourdine, vraiment à la vitesse d'un homme qui rampe, même pas d'un homme qui marche. Et quand j'ai commencé à tourner la roulette de nez, j'entends le train avant qui broute et l'avion qui part tout droit, quoi. Croyez-moi, ça fait vraiment peur, hein, parce que même un 727 qui est pas aussi gros qu'un 330, mais quand même, quand ça commence à riper, quand on contrôle plus, on s'affole un peu, hein. Franchement, c'était hyper stressant. Moscou l'hiver, c'était dur. Et c'est pour ça que la vitesse est maximum pour le 330 en virage. Un virage normal, hein, en virage de 14 nœuds max. En ligne droite, il peut aller jusqu'à 18-20 max. En high speed de dégagement taxiway, c'est 36 max. Mais roulage en brouillard et tout, c'est moins de 10, etc. Donc c'est des trucs vraiment à prendre en compte parce que c'est vite arrivé, les glissades, comme dit, quand ça rip, quand ça boot, comme ça, c'est vite arrivé. Norden, on a eu 2 sorties de taxiway à Montréal avec le 330. Exact. On n'était pas la seule compagnie qui a eu les 2 sorties de taxiway, hein, à Montréal. JB, ce n'est guère mieux à Montréal. À Montréal, il peut te dire, Norden, par temps de neige, il faut trouver, déjà par temps normal, il faut voir la ligne. C'est un aéroport qui est très mal éclairé. Tu as vu qu'ils mettent des fanions, des espèces de fanions sur les à côté. Et il faut essayer de deviner que le taxiway, c'est ça, parce que c'est des fanions rouges. Tous les, je sais pas, 30 ou 30 mètres ou quelque chose, même pas 30 mètres. Ou 10 mètres, je pense. Et j'ai une vidéo, d'ailleurs, j'avais posté une vidéo comme ça. Oui. Moi, je voudrais attirer l'attention de nos amis qui ne sont pas pilotes sur le fait que parfois, je peux vous garantir qu'il est des fois plus difficile de rouler sur certains aéroports que de faire le vol. Il y a certains aéroports qui sont une vraie catastrophe pour le roulage. Ça, c'est vrai. Mourad, tu as répondu, Mourad, à c'est confirmé que les A350 AH sont annulés. Tu as répondu oui, là, ils sont annulés. Oui, c'est annulé. On n'a pas 2-3-50, ce n'est pas rentable pour la compagnie. JB, alors qu'il y a un aéroport où c'est le cauchemar des pilotes, c'est Dubaï. Quoique, il n'est pas jamais fait. Il y a un problème de contrôle où des fois, ils te donnent une information en retard et tu vois, tu loupes une ligne. Et moi, je l'ai eu, hein, Norden. Il m'a dit left turn en X-ray, alors qu'il y avait X-ray de l'autre côté, et je l'avais dépassé. Ben oui. Alors, je voudrais répondre à Karim Kassi une bonne fois pour toutes. Karim Kassi, 32. J'ai bien dit, on ne parle pas de bêtises, car cette histoire de terre plate est une bêtise. Alors, s'il vous plaît, on n'a pas de temps à perdre avec les bêtises. C'est pas parce qu'il y a des gens qui posent la question, et je m'excuse de le dire, mais c'est une bêtise, et pour ne pas dire un autre terme. Donc, arrêtons avec ces histoires-là. Nous, on parle d'aviation, de vraie aviation, on ne parle pas de bêtises. Voilà, c'est tout.
Cassim ne prend pas mal, hein, mais c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Hein. Karim. Ce n'est On pas l'a un dit depuis le début de ces lives, que ce n'est pas le but de ce live. Si tu veux avoir des questionnements ou des pseudo-réponses par rapport à beaucoup de choses, live à droite, live à gauche, live à droite, live à gauche, tu vas en tomber sur pas mal. Hein. Et ce n'est pas un secret que la Terre est ronde. Hein. Maintenant, il fait ce qu'il veut. Ceci dit, Là, il y a une chose de. Bon, on va passer, ceci dit, on va passer, mais vous êtes particulièrement visé, vous, les pilotes, par rapport à ce phénomène. oui, parce On qu'il y a vous un vise mythe. surtout Il y a un vous, mythe. parce que. Écoute, il y a eu un délire sur le fait que les pilotes, quand ils rentrent faire pilote, ils signent un protocole comme quoi ils ne doivent pas parler. C'est faux. 40 ans de service, on m'a jamais fait signer un papier comme ça. Mourad, 50 ans de service, on n'a jamais fait un Mourad qui entre en ligne, jamais. Gérard qui est dans le guest, dommage, il ne peut pas monter, et qui a 88 ans, il peut vous le confirmer que ça tourne bien. Hein. C'était un tourne bien. Pour l'avoir volé. D'ailleurs, il faut faire le cours de la météo pour confirmer. Non, Il y a- Il n'y a pas que Khalida, ça, il n'y a pas que ça. Il y a le fait, il y a, il y a- il y a- il y a- il y a le fait que vous voyez que vous voyez la planète d'en haut. C'est surtout ça. moi je voudrais répondre à Khalida Boussenda. Au contraire, les questions intéressantes, intelligentes, au Exact. contraire, c'est ce qu'on recherche. Exact. C'est pas du tout. On est pour que les gens nous posent des questions. Il n'y a pas de questions idiotes. Il n'y a que des questions qui sont intéressantes. Mais quand il s'agit de trucs qui sont idiots, complètement idiots, qui sont des bêtises, que je n'arrive même pas à comprendre comment des gens peuvent croire peuvent prêter le moindre, comment dirais-je, le moindre crédit à des bêtises comme quoi la Terre serait plate ou quoi, ok, c'est pas la peine. On a vraiment autre chose à faire. On préfère parler de choses intéressantes, les passagers ou les élèves pilotes ou les pilotes qui sont en activité, etc. Mais pas des élucubrations. Voilà, c'est tout. Alors, sa question, elle était pas mal aussi en parlant du verglas, comment on fait? Non, bien sûr, je lui ai dit pas du tout Voilà, ça. question très intéressante, absolument. Exactement. Sofiane, Khalid, attends, Sofiane, c'est quoi un kiss landing? C'est quoi un kiss? Kiss, c'est embrasser. C'est un baiser. Landing, c'est embrasser la piste. Voilà, c'est un kiss landing. C'est un smooth, very smooth landing. Mais, ceci dit en passant, ce n'est pas les meilleurs atterrissages. Il n'est pas Parce que recommandé. l'avion, ça fait plaisir qu'aux passagers, c'est tout. Mais ce n'est pas bon pour l'avion, parce que l'avion, il est conçu pour faire des positive landing, faire travailler sa structure à l'atterrissage, l'amortissage, enfin les amortisseurs, le truc et tout. Et c'est ça qui te montre que l'adhérence et la perte de l'énergie cinétique, justement, en posant cet avion. Mais essayer de faire un kiss landing et rater toute la piste, et après freiner comme un malade, ce n'est pas un exploit. Ce n'est pas un exploit. Il y a une bonne question de Luna 528, Morden et JB. Il y a... Dans la boîte noire. Dans la boîte noire, il y a un petit noir qui attend qu'on le sorte pour qu'il nous... Non, je rigole, Luna. Non, c'est un système, c'est un dispositif. Dans le temps, c'était une bande magnétique à l'intérieur qui, en cas de crash, elle est récupérée. D'abord, elle n'est pas noire, cette boîte, elle est orange. Elle est orange. Et il y a les informations sont inscrites à l'intérieur du vol. Quoi encore? Il y a le CVR, ce qu'on appelle CVR, FDR, le flight recorder, data recorder et flight voice recorder. Donc ça, c'était sur une bande magnétique. Ça a tellement évolué, maintenant c'est une carte mère, c'est une petite carte mère, très protégée d'ailleurs, contre les chocs. La boîte elle est protégée contre les chocs, en général protégée contre le feu. C'est pour ça qu'on retrouve en général, même quand il y a un feu, on retrouve une boîte noire. Elle est positionnée à l'arrière de l'appareil, et dans le cas où il y a malheureusement un crash, la première des choses qu'on va chercher, c'est ça, bien sûr, s'il n'y a personne en vie, hein, pour pouvoir faire une investigation et déterminer le pourquoi du comment de ce crash, pour pouvoir justement amener des correctifs ou parer à ce qui peut être paré pour le futur. Voilà. Est-ce que j'ai des trucs, JB, si tu veux, plus... Et Juste
pourquoi on fait pas compléter, il n'y a aucun problème. C'est justement sur le même sujet répondre à Shanaïl qui dit pourquoi l'appeler boîte noire. C'est tout simplement parce que dans les temps jadis, les premières boîtes enregistreurs de vol étaient basées sur un système de La film pellicule, où il y avait en fait une lumière qui imprimait comment dirais-je, une pellicule. Et donc, il fallait pas que de la lumière extérieure pénètre là-dedans. Et c'était comme ce qu'on appelle la chambre noire d'un appareil photo, hein, là où il y a la pellicule, on appelle ça la chambre noire. Et là, c'était la boîte noire, justement, parce qu'à l'intérieur, c'était totalement opaque à la lumière externe. Voilà, c'est tout simplement pour ça qu'on l'appelait la boîte noire. Voilà. JB, comme a dit Coluche, pourquoi on ne fait pas les avions boîte noire puisqu'ils sont incassables? Exact. Non, la boîte noire, elle est orange parce que c'est la couleur qui serait la plus visible si on considère que on découvre l'épave de l'avion dans un environnement, que ce soit la mer ou que ce soit la terre. L'orange n'étant pas une couleur très naturelle et elle est vive, donc on va voir la boîte noire. Donc JB, on va voir l'atterrissage du Tango Novembre. Du kilo novembre. Kilo Novembre plutôt. Attends. Voilà. Ah merde, attends. Kilo Novembre, ça doit être Alger, Toulouse, ça. Oui. C'est quoi le temps de conscience utile? Tu as une idée, JB, sur l'utileb? Alors, pardon, j'ai pas compris. Quel est le truc? Le temps de conscience utile. Alors le B, ça doit être une erreur de frappe, Nordine. Ah, c'est possible. La conscience utile. C'est possible. Mais bon, conscience utile, c'est pas. Moi, je connais que la conscience. Oui, on voit le. Alors, le temps de conscience utile, c'est celui pendant lequel, suite à une dépressurisation, on aura encore conscience de ce qu'on fait. Voilà. Alors, ce temps de conscience utile varie avec beaucoup de choses. Varie d'abord avec l'altitude à laquelle la décompression se fait. Plus l'altitude est élevée, plus, bien sûr, le temps de conscience est court. Alors, je peux vous donner une expérience que j'ai vécue lorsque j'ai fait ma licence aux États-Unis. On a fait une expérience de dépressurisation dans un caisson de dépressurisation. On était monté au niveau 250 à 25 000 pieds. On avait un temps de conscience de l'ordre de 7 à 8 minutes. Alors, ces 7 ou 8 minutes, sans oxygène bien sûr, tout dépend de l'individu. Parce que quelqu'un qui fume, par exemple, aura un temps de conscience inférieur. Si on est fatigué, si on a bu de l'alcool, etc., on aura un temps de conscience encore réduit. Toujours est-il que le temps de conscience se réduit à quelques secondes lorsqu'on se situe aux alentours de 41 000 pieds ou trucs comme ça. Là, une dépressurisation à 41 000 pieds, on doit avoir 3 ou 4 secondes de temps de conscience. Donc, c'est pour ça que on a des masques oxygène à disposition et qu'on doit être entraîné à les utiliser. Voilà. Mais sans oxygène, le temps de conscience, c'est ça. Voilà. C'est le temps pendant lequel on est capable de réaliser ce qu'il faut. Et croyez-moi, quand on fait ce genre de test, d'exercice dans un simulateur de dépressurisation, on a un kneeboard, là, donc une petite plaquette avec des papiers, et on a des exercices à faire, des calculs, etc. Et on doit relever, justement, pendant l'exercice, on doit relever tous les symptômes d'hypoxie que nous ressentons. Parce que chaque individu ressent l'hypoxie de manière différente, même s'il y a un ensemble de symptômes qui est commun à tout le monde. Mais on va avoir, par exemple, les ongles qui vont devenir bleus, on va avoir que on respire de plus en plus vite, etc., etc. Et au niveau des calculs, des machins, je vous garantis qu'au bout de déjà 2-3 minutes, on a un peu de mal à faire des additions ou des divisions. Hein, voilà.
JB, d'ailleurs, au niveau 410, on a une procédure. Nordine peut te confirmer. On doit être attaché si le pilote sort. Et le masque à oxygène, normalement, on doit le mettre. Bon, on ne le fait pas. Mais on ouvre, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte du masque et le peut intervenir. Alors, Prince, si vous perdez le système hydraulique jaune et vert, quelle action à faire? Il y a une checklist. D'abord, le jaune et vert et vert, jaune. L'hydraulique jaune et vert et bleu, c'est des systèmes qui concernent les Airbus, bien sûr. Et jaune et vert, ça veut dire que jaune, on aura un problème de voler, et vert, il y aura le problème pour le train. Donc, le train sortira en secours. Et jaune aussi, donc il y a toute la checklist à faire, ce sera un dual system failure. Il faut suivre exactement les ICAM, et ensuite il y a un status qui va nous ramener pour faire un calcul des performances. Les calculs de performance plus calcul pour la piste, nanana, etc. Landing performance, ce qu'on appelle landing performance. On a le summary, summary check. Et il y a un summary aussi, voilà. Bon, si tu veux rajouter, bon là, parce que tu es en plein déjà. Le summary pour la croisière, pour l'approche et pour l'atterrissage. Attends, JB, ne quitte pas, parce qu'il y a une question rapide. Quelqu'un l'a posée, je vais remonter, qui a dit, est-ce que c'est vrai qu'il y a deux sortes de pilotes, deux catégories de pilotes, les bons pilotes et les pilotes lambda? Une question déjà posée. Oui. Il n'y a que des pilotes standards, c'est tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de catégorie de pilotes, il n'y a rien. Il n'y a que des pilotes qui s'en sortent et qui arrivent à prendre leur retraite. C'est tout. Nordine. À tout à l'heure, je vais prendre le thé. À tout. Alors, Mazda 2010, quand privilégier l'approche RNAV en utilisant RNAV plutôt que le mode LPV? Il n'y a pas l'LPV chez nous. Non. Déjà, donc c'est RNAV chez Algérie. Enfin, quand je dis chez nous, quand j'étais chez moi, mais maintenant c'est chez toi. Voilà. Alors, Algérie n'autorise pas la LPV, donc c'est RNAV. Et toute une procédure à faire, les minima changent, il y a des calculs, ça dépend où, des fois il y a une correction de température, de pionnage. Pour le Néo, Nordine, ça va être sur le Néo. Ah, pour le Néo aussi? Ah, bah, très bien. Parce que le Néo va être équipé des dernières technologies récentes qui vont être obligatoires. Exactement. Ça va être très bien. Salut Douga Douga. Tu as vu là, Prince, quelle procédure en cas de panne moteur et dépressurisation simultanément? Ça, c'est... Oh, simultanément. Écoute, c'est une question de un peu. Il y a une priorité là-dedans. Si en même temps il y a une panne moteur, s'il y a une panne moteur, le gars il est en train de traiter sa panne. Et en même temps il y a le principe, la dépressurisation. La gesticulation est faite de telle sorte que le pilote est habitué, quand il y a une dépressurisation, puisque lui, il est en train de piloter le pilot flying, et le pilot not flying est en train de faire la checklist, c'est-à-dire les ICAM. Donc, s'il y a une dépressurisation, le pilot flying, c'est lui qui va donner déjà l'alerte, puisque l'autre, il est en train de traiter sa panne moteur. Et bien, c'est directement se protéger, communication établie, puisqu'ils sont sur interphone, et il va dire, on arrête, deux choses, ou le moteur est arrêté, parce que déjà, quand il a entamé, et si simultanément, il peut faire la checklist moteur, pas de moteur, en descente, rien n'empêche. Mais en même temps, il faut qu'il fasse la descente. Il n'y a pas de priorité là-dedans, les deux sont prioritaires. Mais il y a un bon sens à suivre. Faire la descente, en même temps faire l'arrêt du moteur. Et puis là, faire la checklist. Et puis là, il est optimiste. Oui, Et puis là, il est optimiste. Non, mais c'est faisable, hein, ça peut arriver, ça peut arriver. Disons que... Oui, parce que là, il parle d'un N-1, là, hein, il ne parle pas d'un N-2. Hein. Voilà, N-1, là, c'est pas... Non, mais il n'y a pas de comportement. Maintenant, N-2, je vais te dire, quand tu as N-2, tu n'as même pas besoin d'essayer de redémarrer ces moteurs, puisque tu as ce qu'on appelle la rate qui va sortir, donc tu as du mou dans le side stick,
Et c'est la descente directe, hein, parce que si tu as une dépressurisation maintenant. Mais là, vraiment, il faut être sorti pour faire ce vol avec euh, vraiment, c'est-à-dire il faut être né un jour bizarre. Ou c'est ferme. Martin, déjà, quand tu es en croisière, si tu as une panne moteur, tu dois traiter la panne, chercher la green dot, descendre vers l'altitude de rétablissement qui va se situer autour du niveau 240, 230, 10 000 pieds. Hein. 24 000 pieds. Si tu as la dépressurisation, tu vas la traiter, donc tu vas descendre à 10 000 pieds. Déjà, déjà tu es en descente. Donc, déjà, tu es en descente. Mais bon, je t'ai dit, c'est pour ça que prenez les gens, bon, mais allez, moi j'aime bien ces questions parce qu'il faut voir un petit peu le concept d'un cockpit. Les masques à oxygène, c'est plus comme avant où c'était, il fallait enlever les lunettes, mettre le truc, régler, bon, c'était réglable à un moment donné. Mais là, c'est des pauses rapides. Et le gars, il suffit qu'il prenne sa main gauche s'il est à gauche, ou sa main droite s'il est à droite, ou derrière le gars, aussi s'il y a un observateur, il prend le masque, il appuie sur les deux languettes rouges, les cordons se gonflent, les cordonnets se gonflent, il y a une pause rapide, et il lâche, ça adhère au visage avec les googles, avec même la visière. Donc c'est rapide. Donc déjà il a de l'oxygène, il entame la descente, l'oxygène, même si la VS est montée rapidement au-delà de 14, les masques à oxygène chez les passagers vont tomber. Donc la cabine, elle est sécurisée puisque les PSC vont dire déjà, ils ont déjà informé comment faire ça. Et là, on a entamé en même temps la descente. Déjà, les actions de la dépressurisation, c'est déjà réglé en même temps, puisqu'il est en train de descendre rapide. Et le problème du moteur, il se règle en descente aussi, c'est pas un problème. Si c'était un feu, c'est pareil. Il était le feu, il a qu'à descendre la manette, arrêter la start et percuter. Donc, c'est trois actions qui peuvent se faire simultanément. Nordin, tu as dit il faut percuter. Explique le mot percuter, parce que nous, on se comprend, mais il y a des gens qui ne vont pas comprendre le mot percuter. Bon, c'est-à-dire enlever le cache, sortir le coupe-feu, il faut appuyer sur le coupe-feu, donc ça sort. Si le feu s'éteint tout de suite, ça veut dire que c'est bon. Sinon, il faut appuyer sur une discharge, sur un extincteur, il y a deux extincteurs là. Il faut appuyer sur un extincteur qui va lancer la poudre d'extinction du feu moteur. Voilà. Ça peut se faire simultanément. Mourad, est-ce qu'il t'est... Bon, je ne sais pas si tu as un feu moteur, je ne pense pas. JB en a eu un. Mais est-ce que les percussions... Tu en as eu une, Mourad, oui. Ouais. Est-ce que vous êtes arrivé que les deux percussions ou les trois percussions n'ont pas éteint le feu? Il n'y a que deux percussions par moteur. Deux percussions. Et généralement, il s'éteint. Maintenant, c'est rare. Si ça ne s'éteint pas, et ben là, c'est une emergency rapide. C'est-à-dire se poser le plus rapidement possible. En contre QFU, même qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, tu t'en fous. Il faut te poser. Parce que c'est ce qu'on appelle inextinguishable fire. Et donc, ça peut prendre feu sur tout le truc. Prince, il a un bouquin ouvert. C'est le ACE, vous le savez. Il est en train de lire les trucs. L'ICAMA fiche une alerte de panne de commande, de vol, en mode direct low. Que faire? Eh bien, tu es en mechanical backup. Tu es en mechanical backup, we're going to use stream switch stream only. Et ça sera en rouge. Et tu n'auras plus le... Bon, pour arriver à ça, c'est déjà... Tu peux expliquer déjà, Nordine, que mechanical backup, ça veut dire que rien ne fonctionne, plus rien ne fonctionne. Ouais. Vas-y, Mourad, un peu, puisque c'est un exercice qu'il vient de faire, je pense, aussi, lui, la dernière fois. Tu l'auras fait ou pas? Non, puisque c'était un ZFTT, un skill test. Il n'est pas dans le programme. Alors, vas-y, tu peux leur expliquer, si tu veux, le commande de vol d'AF. La procédure, c'est que on pilote l'avion au trim et légèrement au palonnier, parce qu'en commande de vol, c'est sluggish, comme ils disent. Airbus te demande de resetter, de tout resetter, et que normalement, ça peut revenir. Et c'est-à-dire, juste dire que c'est dû en général à la perte des computers, des primes, SEC, SEC 1, SEC 2,
Pin 1, pin sec 1, pin 1, 2, sec 1, sec 2 plutôt. Et ne pas arrêter de recéter parce que ça peut revenir. Parce que poser un avion avec un mechanical backup, c'est pas évident à faire. C'est pas évident. C'est faisable, mais c'est pas évident. Oui, c'est très, 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 très pointu comme procédé. Elle nous dit qu'on parle du live au niveau national et international. Moi, j'ai pas eu d'écho. De toute façon, quand tu vois que les lives, tu comprends, les personnes n'en parlent. Alors, Norden, il y a une question de masse 2210. Quelle procédure d'approche par vente arrière avec... On va à travers. Pardon. Non. Masse 2210. Quelle procédure d'approche par vente arrière avec cisaillement à basse altitude sur DAG? Les cisaillements, on n'a pas le choix. Rappelez, maintenant, vente arrière, on est autorisé qu'à 10 nœuds arrière. Donc, c'est changement de piste et se poser sur la piste où le vent est plus favorable. Bon. Tu as Oussem, il te dit qu'il est pilote. Sukhoi, 30. Sur... Marhaba, si tu veux monter, dire bonjour. On aime, nous, on est fan des Top Gun. Kadavjek, on a notre iPad où on appelle le système Octopus. Sivag, non? Sivag, l'Internet Low, c'est rien. L'Internet Low, tu as perdu 1 ou 2 computers. Donc, les protections sur le PFD qui étaient en vert, que ce soit en roll ou en pitch, passent en orange, en orange. Donc, tu es en alternate low. Tu n'as pas de protection sur les au-delà de 67%, 67 degrés. Tu n'as pas sur le pitch aussi. Bon, mais c'est pilotable. Mais le direct low, c'est difficile parce que là, ça sous-entend qu'il y a au moins 3 computers qui sont partis. Il faut les resetter. Si ça ne revient pas, ben ce sera pilotage au rudder et au trim. Et il faut aller tout doucement. Ah bon, oui. Oui. Parce que un petit tour, tu te retrouves dans une position irrécupérable. Hein. Tu te retrouves à monter. Et généralement, il est recommandé de déconnecter l'autotrust, Norden. Oui. De demander au pilote d'afficher la puissance en fonction. Et voilà l'avantage d'être 2 aussi. Sofiane, comment le courant jet affecte-t-il les vols, s'il vous plaît? Alors, si on est en un courant jet, on l'a derrière, c'est-à-dire dans le dos, c'est parfait en moins de temps. Par contre, si on l'a de face, ça affecte la consommation et le temps de vol. Exactement. Babouche, on va lui envoyer une invitation. Kenza, salut. Alors, il a demandé, oui, Prince a demandé sur le cas un capacitation pilot. Un capacitation pilot peut toucher ou le commandant ou le pilote, le copilote. Donc, si ça, on en a parlé hier, on en parle pratiquement tous les jours, il y a des questions dans ce sens. Tu n'en as jamais parlé dans une des vidéos, Morad? J'y vais. Non, j'ai pas fait ça. Non, j'ai pas. Dans la mesure où c'est un peu spécifique à chaque le système principal. Bien sûr, il y a 2 cas de figure. Soit la personne qui est en incapacitation. Si on a un avion avec un yoke, donc comme les Boeing ou quoi, et que la personne est tombée en avant et qu'elle bloque les commandes de vol, là il y a un vrai problème parce que ça va avoir tendance à faire descendre l'avion. Donc là, la première des choses, bien sûr, c'est de récupérer l'avion et de retenir le buste de la personne qui est en incapacitation. Mais bon, il peut y avoir aussi, si c'est un side stick, il peut y avoir aussi un mouvement intempestif fait par le pilote qui est en incapacitation, auquel cas
L'autre pilote devra prendre la priorité sur le joystick, bien évidemment. Et puis après, bon, ben, la procédure, c'est bien sûr de continuer le vol jusqu'à un prochain aéroport, piloter l'avion seul, se faire aider par le PNC, etc., etc. Voilà. Mais c'est un entraînement que l'on fait régulièrement. JB, ce que j'ai dit hier et je le redis encore, il y a une très belle vidéo d'un pilot incapacitation faite par Air France. Alors je ne sais pas si elle est réelle ou autre truc, mais elle est très bien à voir, à chercher. Je vais la publier, je vais la téléverser sinon. Oui. Je vais essayer de la voir sur YouTube, je vais la téléverser. Pas mal, elle est pas mal. Sinon, Captain Viala, elle est bien, ouais. Ok, pas de souci, on va faire ça. Captain Viala, concernant la dernière vidéo, on parlait de température diurne standard à Namisa. Ne considère-t-on jamais la température nocturne? Enfin, quand on dit la température diurne standard, c'est parce que la température diurne standard a plus de chances d'être supérieure à la température nocturne. Et quand la température est plus élevée, les performances sont diminuées. Donc en prenant la température diurne, on est on the safe side. C'est ça toujours le principe dans l'aviation. Toujours, dans l'aviation, on se met toujours du côté le plus pénalisant. Toujours, toujours, toujours. Voilà. Exact. Adam Zora 67. Salut. Adam Zora 67. Salut. Bon, tu as demandé à monter, c'est pas les enfants qu'on voulait entendre, hein, c'est toi. Allô. Allô. Bon. Alors, ça veut dire quoi quand l'avion dit 100 above? Il est 100 pieds au-dessus des minima. Si les minima sont à 200, c'est-à-dire qu'il y a 300. 100 above minimum. C'est pour préparer le pilote à s'attendre à ce que ces minima arrivent et voir, pour être en alerte, pour voir s'il voit la piste ou pas. C'est à ce moment-là qu'il va prendre toute son attention, va se porter sur ça pour que, arrivé au minima juste, s'il voit la piste, il va se poser. Mais maintenant, quand il fait un vol au minima, hein, pas une LVO, pas une visibilité très réduite, c'est-à-dire une LVO. On vole là où il peut se poser au minima, c'est-à-dire 200 pieds sur un ILS, un exemple. Donc à 300 pieds, l'avion lui dit 100 above. 100 above. Et donc à 200 pieds, juste avant d'arriver à 200 pieds, il voit. S'il voit la piste, il continue. Il dit continue, minimum, continue. S'il voit pas la piste, c'est overshoot. Go around. Go around flaps, Nordin, go around flaps. Ben, go around 30, je suis chez moi à la maison. Exactement. Et la remise de gaz, c'est toujours sur un avion à réaction, c'est toujours assiette, puissance, volet. Exact. Assiette, puissance, volet. Parce que on ne remet pas les gaz avec les volets qu'on avait, le braquage volet qu'on avait pour l'approche. Parce que je rappelle donc à ceux qui sont à l'écoute que plus les volets sont sortis, donc plus on a de braquage de volets, plus les capacités de montée de l'avion sont réduites. Donc, comme en remise de gaz, on a des pentes minimales à respecter. Donc, on rentre les volets à un braquage remise de gaz pour donner à l'avion plus de capacité de monter et de regagner de l'altitude. Voilà. Alors, JB et Nordin, j'ai remarqué un défaut que les pilotes qui sont venus du 37 sur 330, ils sont en automatique et à un moment, au minima, tu leur bloques la piste, il dit go round flaps, ok, c'est parfait. Là, jusqu'à maintenant. Mais ils ont tendance à déconnecter l'autopilote. Et ça, j'ai pas compris. Alors, quand je frise, je leur dis, mais pourquoi vous avez déconnecté? Ah oui, mais parce que le 1G déconnecte. Mais t'es pas sur 1G, mon ami. Tu es sur 330, il remet les gaz, il va suivre ça. Et ils vont perdre la gesticulation, ils vont la perdre. À force, ils vont la perdre. C'est aussi mieux que ça se fait, justement. Mais ils n'arrivent pas, tu sais qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à ça. À chaque fois, ils déconnectent. Ah ben, j'ai oublié.
Tu vois, là, tu Ça fait soulèves un sur point, 330, tu il soulèves un est, point il est très remise des important. gaz automatiques. C'est pas la remise des gaz, c'est l'autopilote qui suit la remise des gaz. Exact. Oui, JB, tu disais? Ton micro, JB. Ton micro. Ton On micro. t'entend pas. Oui, tu soulèves un point très important que les gens doivent comprendre. C'est que on est parfois dans une carrière à la jonction entre deux philosophies d'avion. Par exemple, bon là tu dis les gars qui viennent du 37, qui passent sur Airbus, la philosophie des deux avions n'est pas la même. Les capacités des automatismes ne sont pas les mêmes d'un avion à l'autre. Et effectivement, si on vient d'un avion dans lequel la remise de gaz au pilote automatique ne se fait pas, elle se fait en manuel, il est vrai qu'il faut qu'on bascule le programme. Mais ce qu'il faut bien concevoir, et pour que les gens comprennent, c'est que lorsque l'on est sous stress, et une remise de gaz, c'est quand même quelque chose qui génère un certain niveau de stress, on a tendance à ce qu'on appelle la régression, c'est-à-dire à se comporter comme on se comportait sur un avion qu'on a piloté auparavant. Et on a vu des cas d'accidents où les gars se sont comportés sur un avion à l'instant T comme ils se comportaient sur un avion qu'ils ont piloté il y a plusieurs années en arrière. Donc ça, et c'est un truc justement, et c'est important que Morad le souligne, et qu'il travaille là-dessus pour que les gens acquièrent au plus vite le réflexe sur le nouvel avion qu'ils pilotent et que ça devienne un réflexe conditionné pour eux, pour ne pas justement se trouver dans des situations difficiles. Il y a des gens qui se posent la question, واش رانا نديرو في هذا اللايف؟ Et وسقسوا روحكم. Vous êtes passé sur ce live, عجبكم بالك حنا عجبونا هنا هكا فرطاس, عجبتكم هكا, جيبي عجبكم بالك. Morad, vous le voyez pas, bon, heureusement, mais il n'a pas mis sa caméra parce que mais عجبكم ماشي شباب. Elias, bon, c'est une fausse photo. Farid, dommage, il ne peut pas mettre sa caméra. Il a la commune, c'est que vous avez peut-être. Gatouf, Aïla, c'est ça. Aïla et Bim, je ne sais pas quoi. Gardou, استخبروا شوفوا عشان نهضروا على l'aviation. بالك تجيب لكم une question, بالك vous avez eu un problème خطرة في الطيارة. Mais je ne sais pas. هذه ثقافة عامة. دور حول الطيران. On parle d'aviation. On ne parle pas d'autre chose hein, que d'aviation. Pas de politique, pas de religion, pas de maïra, pas de les espèces de live اللي يضلوا يطيحوا ما كاش. حنا كنت نطيحوا d'une façon subtile. Et bien, voilà. Ça vous plaît, vous restez. De préférence, quand vous restez, c'est même un fatoualo. Rédérez, likez, معليش. Au moins, vous aurez servi à quelque chose. Voilà. Et merci. De toute façon, il y a de la boisson, Esma, une petite boisson, un petit gâteau qu'on va offrir, un petit latte. Hein. Alors, Had Soud, c'est quoi le concept de l'Alpha Floor Protection? L'Alpha Floor Protection, c'est quand l'avion, il a tous ses automatismes, l'avion va pour décrocher, il va envoyer la puissance tout seul des réacteurs en mode toga. Donc, on va passer en thrust lock. Après le thrust lock, on va passer en alpha lock. La procédure pour sortir de ça, il faut attendre de récupérer la vitesse, déconnecter l'autotrust, remettre la manette, parce que quand on a un alpha floor, il faut confirmer l'alpha floor avec la manette des gaz, la pousser sur le toga, réduire tout doucement et remettre l'autotrust et passer sur climb. Voilà. Zaki, par rapport au système MCAS du 737 MAX, oui, les procédures pratiquement ont changé, ils ont été certifiés, ils ont été approuvés par la FAA et ces avions volent normalement avec le MCAS. Je dis ça, je dis rien, moi je viens de voyager sur Marseille en MAX, aller-retour, bah, normal, et Ryanair. Oui, enfin, c'est juste pour préciser, ce que tu dis est parfaitement vrai, bien sûr. Ce que c'est que le MCAS, c'est un système de protection qui n'existait pas sur les Boeing avant, mais qui existe sur le MAX parce que cet avion a développé, du fait de la position des réacteurs et de la poussée des réacteurs, cet avion a développé une tendance, quand il est à faible vitesse
et à la poussée décollage, donc à forte poussée, il a une tendance à une certaine instabilité, c'est-à-dire qu'il a tendance à lever le nez tout seul, et donc à augmenter son angle d'incidence, ce qui pourrait l'amener éventuellement à décrocher. Et donc, si dans cette circonstance, donc soit au décollage ou bien en remise de gaz, si jamais on excède à un certain angle d'incidence, le trim se met automatiquement en mouvement de manière à trimer l'avion le nez vers le bas pour empêcher l'avion de continuer d'avoir le nez qui monte et donc pour empêcher l'incidence d'augmenter encore plus. Les deux accidents qu'il y a eu sont liés en fait à un dysfonctionnement du MCAS qui a trimé l'avion beaucoup trop fort vers le bas, tant et si bien que les pilotes, même en tirant sur le manche, n'arrivaient pas à contrôler le pitch de l'avion. Voilà, c'est tout. Tout ça est rentré dans l'ordre, et donc c'est une protection que Boeing a estimé devoir mettre en place. Ça, c'est eux qui savent, hein, on ne peut pas dire. Mais bon, voilà. Maintenant, le problème est réglé Sinon, et les pilotes ont été formés, surtout pour ça. Voilà. Surtout, attends, faire les 2 minutes. Surtout que n'ayant pas été au courant de cette histoire, les pilotes n'avaient pas la procédure. Un gars a, par chance, fait une action, c'est-à-dire qu'on aurait fait, nous, dans le 330, si par exemple on perdait 2 AOA, angle of attack, et donc ça faisait passer l'avion dans cette configuration, même sur autopilote, même tu tires sur le side stick, l'avion ne veut pas remonter, il va prendre un direct profile, il va aller vers le bas. Donc qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là? Par chance, il a coupé les ADR, et c'est ce que disait le bulletin quand il y avait les problèmes d'AOA de l'Airbus pour dire couper 2 ADR, never mind lesquels, il y avait 3. Il y a des séquences sur l'ADR, et ça pouvait passer en alternate low, c'est-à-dire sortir du mode direct low, passer en alternate low, et parce que l'avion, qu'est-ce qu'il fait l'avion quand il décolle? Quand il y a des protections comme ça, il va faire un normal low. Il va suivre son normal low. Il va essayer de maintenir cette trajectoire, quelles que soient les raisons. S'il y a un problème, ou il perd des computers et il passe en alternate low, ou s'il reste en normal low, en perdant les AOA, c'est qu'il va descendre, même si le gars essaie de le remonter. Le MCAS, c'était un petit peu le même système, parce que avant c'était les runway stabilizer, nanana. Ils ont tout essayé. Ils ont essayé de passer en alternate en bas, ça passait pas. Ils ont essayé de tirer, rien. Et un des équipages, je sais pas, c'était un des Lions, je pense, parce qu'un Lion a été perdu, un Éthiopien a été perdu, et un des Lions l'a échappé belle, c'était le deuxième, parce qu'il avait coupé 2 ADR. Et pratiquement, c'était inhibité, et donc il a pu récupérer, faire une course. Et en même cas, son nom l'indique bien, c'est Maneuver Characteristic Augmented System. C'est ça. Oui, Valérie, tu voulais dire quelque chose? sinon, Nordine, oui, oui. Tu as publié une vidéo pour les abonnés qui est très intéressante, le virage. Le virage à 45 degrés, oui, l'incidence, la CZ qui disparaît quelque part, et le fait de monter le nez de l'avion. Donc, est-ce que ça veut dire que le virage que tu prends à 45 degrés et le nez que tu montes, donc tu montes légèrement, est-ce que le virage se fait uniquement en montée ou ne monte-t-il pas du tout? Vas-y, les L'avion spécialistes. ne monte pas. L'avion ne monte pas. Justement, on tire sur le manche pour garder le palier, parce que comme le poids apparent de l'avion augmente, si on ne tirait pas sur le manche pour légèrement augmenter l'angle d'incidence, l'avion descendrait, parce que instantanément le poids apparent de l'avion devient supérieur à la portance. Et donc, quand il y a un déséquilibre dans ce sens-là, ben, l'avion commencerait à descendre. Donc, on tire sur le manche. On tire sur le manche pour augmenter l'angle d'incidence et augmenter la portance pour qu'elle soit égale au poids apparent. Captain Violin, justement, et dans la vidéo, on parlait d'un filet de gaz éventuellement, parce que l'accélération régressait. Bien sûr, on met pas énormément, mais on en rajoute.
on en rajoute automatiquement, voilà, pour maintenir la vitesse, puisque en augmentant l'angle d'incidence, on augmente certes la portance pour la faire toujours égale au poids apparent, mais en augmentant l'angle d'incidence, on va augmenter la traînée. Et si on augmente la traînée sans augmenter la poussée, ben forcément la vitesse va diminuer. C'est ce qui se fait pour tous les avions quand on fait avec les steep turns, des virages très serrés. Donc ça on appelle les steep turns. Donc faire de la compensation avec, c'est ce qui est dit dans la vidéo, mais en fait quand on dit un filet de censé la main rajouter en fonction pour compenser, pour ne pas descendre. Bon, c'est des techniques. Comme on monte dans les virages, un filet de gaz. Oui, Sylvac. Oui. Merci. Il y avait une question de quelqu'un qui demandait si c'est les pilotes poussés sur le manche pour suivre la courbure de la Terre. Allez, vous voulez aller Mais non, mais non, mais non, mais non. On n'a pas besoin de. Nous suivons une altitude constante. Alors, il y a deux types d'altitude. Il y a l'altitude mesurée avec un altimètre, d'accord, qui est une altitude pression. Donc, on suit une surface isobare, laquelle surface isobare suit plus ou moins la rotondité de la Terre. Ça, c'est un point. Et on a l'altitude géopotentielle, qui est l'altitude en mètres géopotentiels, c'est-à-dire en mètres vertical, la vraie altitude de l'avion, machin. Et pareil, la verticalité, quand on se déplace sur la Terre, la verticalité, c'est toujours la ligne droite entre l'avion et le centre de la Terre. Donc quand on suit la courbure de la Terre, eh ben la verticalité change d'un point à un autre. C'est comme ça d'ailleurs que Ératosthène, 2000 et quelques 500 ans avant Jésus-Christ, a démontré que la Terre était ronde, parce qu'il y avait un puits à Luxor qui, à un moment de l'année, était éclairé par la lumière du soleil à la verticale. On voit le soleil pénétrait jusqu'au fond du puits, donc ça veut dire qu'à un tel moment, au zénith, ce jour-là, le soleil était à la verticale de ce puits, et Ératosthène avait noté qu'au même moment, à la même date, à la même heure, à Alexandrie, un bâton placé verticalement à Alexandrie, eh ben, il y avait une ombre. Et il a mesuré cette ombre, et comme il a mesuré également la distance qu'il y avait entre Alexandrie et le puits à Luxor, il en a déduit la rotondité de la Terre et le diamètre de la dite Terre, avec une précision qui est encore étonnante à l'heure actuelle, vu le faible moyen qu'ils avaient. Alors, voilà, donc, en fait, on suit une verticale, mais la verticalité de l'avion, les mètres géopotentiels, ils sont mesurés selon le rayon de la Terre. Et avec le rayon de la Terre plus l'altitude de l'avion. Donc, il n'y a pas à pousser sur le manche, il n'y a rien du tout. On suit une courbe, on suit la rotondité de la Terre le plus normalement du monde. Voilà, c'est tout. Et il s'est trompé de un petit chouï à 39,9 pour 40. Hein. La verticale, la notion de verticale, reste toujours la même, puisque la verticale est en un point donné, c'est la droite, c'est l'orientation donnée par la droite qui vient du point où on est vers le centre de la Terre. Voilà, c'est tout. La Terre est sphérique, entendons-nous bien. À chaque fois qu'on nous pose des questions sur la planète, on a tout de suite une suspicion de platisme, tout de suite. Non, on ne peut plus parler de planète sans penser au platisme. Mais il y avait une odeur de ça, il y avait une petite odeur. Il pose des questions subtiles maintenant. Non, même pas, c'est des questions détournées. Et il l'a bien dit d'ailleurs, hein, il a dit c'est pour savoir si la Terre elle était bien ronde. Donc la suspicion elle est bien placée. Ein Pilot, ça c'est de l'allemand ça, donc on va essayer de dire Ein Pilot ist der Traum eines jeden Matrins. Qui c'est qui comprend l'allemand là, Ayla? Je sais pas, tu peux traduire ça si tu être pilote, pilote est le rêve de tout individu. Voilà. Ah ben oui, oui. Traum, c'est le rêve. Et eins de tout. Eins. Oui. Eines.
Eine, c'est one. Ah, one. Et jeden, c'est chaque. De tout à chacun. Ouais, de tout un chacun. Voilà. Ça va. Il Ça était va. polyglotte. On apprend Pardon? la langue. Bon. Pardon, Morad, tu as dit quelque chose? J'ai dit, t'es polyglotte, c'est bien. J'ai fait 7 ans d'allemand, mais j'ai tout oublié parce que j'ai pratiqué que l'anglais après, voilà. Avec Nordin, on garde un bon souvenir de Berlin, Berlin. Ouais. le sauna. Le sauna. Polyglotte, Morad. On te racontera Poly- ça, Nordin. Polyglotte, good luck. Ah, tu peux lui raconter, c'est pas un problème. Nude area, nude area. Oui, c'est les filles, hein, c'est pardon, Mädchen, oui, c'est les filles. Du spricht Franz Kreuz, bitte. Ah ben bon, ça va. Hein. Déjà l'anglais, moi je le parle difficilement. Tu me rajoutes l'allemand, ça y est, je perds les moyens. Hein. L'anglais, oui, c'est l'allemand aussi. Vous n'avez pas tout oublié apparemment. Il y a Anis Galek Ich hab Deutsch gelernt, aber ich habe ganz vergessen. Ja, jawohl. Ich bin ein Algerien. On se croirait en 40. Anis, on répond à Anis, Galek, malheureusement en Algérie, ce rêve est fait pour certaines personnes. Nous avons les moyens de vous faire parler. Die, Allez, Papa Schulz. j'y vais, du bist ein Clever. Du bist ein Clever. Je lui ai répondu que c'était faux à ce Anis, parce qu'en fait, on en a parlé une fois avec Nordin, c'est qu'en Algérie, ce qui manquait, c'était les informations comment devenir pilote. Alors, je C'est vais pas dire, réservé à... oui, ouais. d'accord. Aïla, Galek, je suis là par hasard, mais il a réussi à nous faire détourner de notre discussion. Il nous a ramené à parler de... Qu'est-ce que tu avais dit, Walid, s'il te plaît, parce que je t'ai coupé. Vas-y. Il y en avait une personne qui a dit que devenir pilote, c'était réservé à certaines personnes seulement. Non. Je lui ai dit que c'était faux, et c'était peut-être le problème à une époque en Algérie, c'est qu'on n'avait pas assez d'informations comment devenir pilote. Maintenant, il y a tout ce qu'il faut, donc... S'il veut dire que c'est réservé à une caste ou à une certaine catégorie de personnes aisées, non. S'il veut dire que c'est réservé à des personnes qui ont les prérequis et qui peuvent suivre ces formations et qui peuvent devenir pilotes, oui. Dans C'est ce cas-là, oui, on est bien d'accord. Vas-y, JB, il a plus d'intonation à ce niveau-là. Non, le problème, effectivement, c'est que les gens qui sont intéressés à faire des études de pilote n'ont pas la possibilité de faire financer par un organisme de financement, banque ou autre, le montant de leurs études. Et ça, c'est un vrai problème pour le moment parce que bien des gens qui ont les compétences pour le faire, qui ont les prérequis, qui ont tout ça, n'ont pas forcément le financement pour le faire. Voilà. Nous, par exemple, aussi bien Nordin que Morad, que beaucoup de pilotes de notre époque, nous, on nous a demandé d'avoir les compétences pour être pilote. Le reste, on a été formé par la compagnie et ça, on lui en sera toujours éternellement reconnaissant. Ça, il faut reconnaître, on ne nous a pas demandé d'avoir de l'argent pour être pilote. Voilà. Mais maintenant, bon, malheureusement, c'est comme ça. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile. Bien souvent, moi je le déplore qu'on a des gens qui veulent être pilotes et qui peuvent faire des études de pilote parce que papa et maman ont des sous, et c'est pas forcément ceux qui sont le plus méritant. Voilà, c'est tout. Donc, que doit-on comprendre, Captain Galin Nordin? Que doit-on comprendre? Je peux rajouter aussi quelque chose, c'est-à-dire que même en termes de profil, maintenant, et on le voit, c'est que même des fois, en croyant que les personnes ont des prérequis, en disant, soi-disant, c'était Mathelem ou ADU, tout ça, dans les admission tests, on se retrouve avec des résultats qui sont faibles. Des fois, on n'accepte pas les personnes pour ne pas laisser les parents dépenser de l'argent sur un profil qui ne peut pas avancer. Parce que ce n'est pas uniquement une question d'argent aussi. C'est vrai, c'est des formations qui coûtent très très cher dans le monde entier. C'est-à-dire, c'est pas rien l'exploitation d'aéronefs ailleurs, partout dans le monde, mais il y a aussi le côté profil de la personne. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'il soit testé sur tous les niveaux pour voir ça, vraiment. Michel, maintenant, c'est la mondialisation où les compagnies se sont cachées
derrière ça, parce qu'avant les compagnies formées, tu prenais Air France, elles récupéraient des pilotes de l'ENAC partout. La mondialisation a fait que des écoles ont ouvert, que ils prennent que les gens qui ont de l'argent, comme il a dit, peut-être c'est vrai, mais il y a des banques qui font des prêts en Europe. Mais en Algérie, c'est pas le cas. Et il faut avoir de l'argent pour être formé. Malheureusement, c'est le système. Regardons le chômage. On parle du chômage dans le monde, mais JB, Nordine peuvent le constater. En Europe, maintenant en France, par exemple, il y a des caisses automatiques. Il n'y a plus de caissière. Tu vas, tu payes et on met des gens au chômage à cause de ça. Voilà. D'ailleurs, c'est pas pour autant. Quand même, Ça milite, on passe chez. on va écouter. Ça fait parce que depuis tout à l'heure, Postman. Postman Days. Go. Allez, ton mic. Postman Days. Postman, tu es dans le guest. Allez, ton mic, vas-y. Allez, tu appuies sur le micro pour le désactiver. Vas-y. Pas plutôt pour activer. Attends, on va t'aider, je vais t'envoyer le truc. Je t'ai envoyé l'activation du micro, vas-y. Postman. Si tu restes là comme ça, je vais te descendre. On va tirer la poignée d'éjection. Tu vas le descendre comment, Nordine? À l'ascenseur, l'ascenseur. Ah bon, d'accord, ça va. C'est une sacrée menace. Hein. Ah oui, Il ne va pas le pragmatiser. Non, je sais pas. Ce que je voulais rajouter, Peut-être ma fâche. dans le même sens que ce qu'a dit Mitchell et tout le monde a dit par rapport à la formation en Algérie, c'est que il faut concevoir que les écoles de pilotage, tout au moins les écoles sérieuses, celles dont on parle, ne se comportent pas comme un commerce normal, habituel, où à la limite on chercherait juste à ce que le client vienne et paye. C'est pas du tout le cas. Dans une école de pilotage, il faut quand même penser que les gens comprennent qu'une école de pilotage ne présente quelqu'un à un examen que si il a vérifié que cette personne a 90 voire 95% de chances de réussir. Et donc, si vous voulez, dès le départ, quand quelqu'un postule pour entrer dans une école de pilotage, on va faire tout notre possible pour vérifier que la personne a la capacité d'apprentissage, etc., qui va lui permettre, à la fin, de passer ses examens avec succès. C'est pas pour ça qu'on est capable de garantir à 100%, mais on va s'assurer vraiment que la personne a vraiment de très 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 bonnes chances d'y arriver. Sinon, on lui dira, écoutez, monsieur ou madame, on est désolé, mais c'est pas la peine que vous gaspillez de l'argent, vous y arriverez pas, il y a d'autres métiers qui peuvent s'ouvrir à vous. Moi, je connais personnellement des gens qui ont été d'excellents ingénieurs en aéronautique et qui ont tenté une formation de pilote et n'ont pas réussi cette formation de pilote. Donc ça ne veut pas dire que c'est des imbéciles ou quoi, ok, pas du tout. Et ça ne veut pas dire que les pilotes, nous sommes des gens super extraordinaires, pas du tout. Ça veut dire que pour être pilote, il y a des compétences psychomotrices, intellectuelles, etc. qu'il faut avoir, qui ne sont pas répandues partout dans la société et inversement. Donc il faut bien avoir conscience que c'est pas un métier que l'on envisage comme ça, et quand vous avez affaire à une bonne école de pilotage, ils vont vous sélectionner à contrario de leurs intérêts purement commerciaux. C'est ça qu'il faut bien voir. D'ailleurs, ce que tu as dit, est très important. Je réponds à Zaki 2 minutes. Yes, 2 minutes. Zaki dit first step, it's medical certificate class A. Bien sûr, avec tout ce qu'il vient de dire JB, en amont, si le gars a un problème qui peut ne pas l'emmener à faire pilote, déjà depuis le début, il ne va pas faire pilote. Donc, s'occuper bien sûr de sa constitution physique pour qu'il puisse passer haut la main avant d'entamer quoi que ce soit, bien sûr. Si le gars il a déjà un problème, un handicap ou là, dommage pour lui, il ne pourra pas. C'est pas fait pour ça. Voilà. Vas-y, Elias, désolé. Voilà, bah, Vas-y, continue, Farid. 2 minutes, justement. Je voulais ajouter juste une chose par rapport à Catherine Violin et de ce que vous avez tous dit.
c'est que la formation de pilotage est l'une des rares formations, enfin des formations où l'on demande, et c'est rare quand même pour une formation, d'avoir un plan B. On demande, on demande à chaque fois d'avoir un plan B, puisque apparemment il n'est pas assuré que cette formation sera continuée de A jusqu'à B. Enfin, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tu sais, Farid, le souci, comme l'a dit JB, c'est-à-dire c'est un commerce qui n'est pas comme les autres. Parce que tu peux pas réellement le traiter d'un commerce, même si c'est un commerce, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'éthique, il y a beaucoup de responsabilités, et encore plus en Algérie. Pourquoi? Parce que c'est des formations par rapport au niveau de vie en Algérie qui coûtent cher. On va pas se comparer en Europe, on va dire que chez nous c'est moins cher, mais on va dire par rapport au niveau de vie, elles sont quand même assez chères. Donc des fois, des parents, ils ont vendu des terrains, ils ont vendu des maisons, ils ont vendu des trucs pour pouvoir faire cette formation. Donc tu ne peux pas Annie, prendre la responsabilité de laisser des parents se sacrifier pour leurs enfants. باش من بعد ما ينجحش. Et encore plus que ça, c'est que les parents, des fois tu as des gens, ils ont les moyens financiers, ils ont passé les tests d'admission, ils ont les prérequis, c'est des maths élèves, ils sont vraiment au top niveau, des fois ils n'y arrivent pas. C'est vraiment un parcours du combattant, ça veut dire que c'est vraiment un parcours individuel pour chacun. Donc on ne devient pas Hagda du jour au lendemain, salam alaikum, nous les pilotes Hagda. Ça coûte cher, c'est très particulier, il faut vraiment Ouais. prendre ça au sérieux. D'ailleurs, hormis les prérequis théoriques, il y a les prérequis aussi physiques, il y a pas mal de prérequis qui font que... D'ailleurs, il faut voir au Canada. pas mal de- Il faut voir au Canada, les écoles sont pleines à craquer, mais à la fin de l'année, les CPL qui sont donnés sont vraiment très insignificatifs par rapport au nombre d'étudiants qui existent. C'est pas tout le monde qui réussit. Ici, ils ont pas de problème d'argent parce que, ouais. Walid, même en qualification de type, ah ouais, il est là pour encore confirmer Mourad, même en qualification de type, le gars qui vient d'un 37 sur 330 par exemple, il y a un packaging, il y a 15 séances de simulateur. Dans la LVO, dans la ZFT. Mais arrivé à ça, il y a les paychecks. Il y a des paniers de paychecks. Nordin, on a rajouté maintenant les tops directement. Plus les taxes, d'accord. Donc, à un moment donné, avant d'arriver justement au final check, il y a l'appréciation de l'instructeur qui va être posée. Ready for the final check or not ready the final check. Parce qu'il est lui-même testé à travers l'élève qui va être testé, enfin le stagiaire. Donc, il y a même le gars qui fait QT n'est pas sûr d'arriver au bout de sa logique. Alors deux choses, ou le gars va lui dire de rajouter des séances parce qu'il manque des petites choses à rattraper, mais si par exemple il est à côté de la plaque sur des trucs mandatory, genre les pannes moteur, et tout ça, donc c'est notre ready for the final check et il revient à son secteur et il peut pas faire de qualif pendant 18 mois. C'est comme ça, c'est des normes. Donc, Je voudrais rajouter aussi, Oui, par-dessus ça, je voudrais rajouter que la progression d'un pilote tout au long de sa carrière, que ce soit sur le pilotage de base, que ce soit sur l'IFR, que ce soit pour toutes les progressions, elles sont quantifiées en heures d'entraînement. Et que, au bout d'un certain nombre d'heures, on doit avoir telle et telle compétence. C'est une formation qui est Competency Based Training, CBT. C'est-à-dire que on doit être sur la courbe. Je dis comme ça, si par exemple au bout de 20 heures de vol, le gars doit être capable de faire pas de moteur au décollage, pas de pressurisation, que sais-je encore, les exercices. Voilà. Au bout de 20 heures de vol, il doit être capable de faire tous ces exercices avec des normes bien précises, avec un maintien de la vitesse avec plus ou moins 10 nœuds, altitude avec plus ou moins, etc. Tout ça est quantifié. Et si le gars, au bout des 20 heures, il n'est pas capable d'avoir ses compétences, c'est fini pour lui. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Il n'y a pas de redoublement en pilotage. On est sur la courbe de progression qui a été établie ou on est en dessous. Et si on est en dessous, on va éventuellement rajouter 1 ou 2 heures de vol, peut-être maximum.
mais pas plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gars qui redouble, il faut que le gars soit capable d'acquérir les compétences dans le temps qui lui est imparti, stop et fin. Voilà. Et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire, c'est tout. Voilà la spécificité, une des spécificités. Et je voudrais répondre à celui qui me dit est-ce que c'est une question de maths ou bien de compétences psychomotrices, c'est l'ensemble de tout. C'est la capacité de compréhension, la capacité de vision dans l'espace, etc., etc. Voilà. JB, il faut rajouter aussi une chose, c'est que maintenant, les compagnies aériennes ne recrutent pas systématiquement les ab initio. Là aussi, je crois qu'il faut mettre en garde les jeunes que c'est pas parce qu'il a une licence de pilote qu'il va se faire recruter automatiquement. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Pour un minimum pic, piloting command, de 500 heures, je pense que ça dépend. Mais Norden, nous, on a recruté des ab initio. Ça a été fait, ils vont le faire encore dans le temps. Mais le problème, il y a beaucoup de compagnies qui ne recrutent pas d'ab initio, qui recrutent des gens qui ont un potentiel horaire Exact. de 1500 heures minimum pour commandant de bord et 500 mini pour... même pas maintenant, c'est 1500 heures partout, avec une qualif machine à la clé. Hein. Et il ne faut pas oublier non plus que même en tant que commandant de bord, si le gars à un moment donné un manquement dans sa profession, que ce soit de n'importe quoi, hein, qu'une commission de discipline juge inadéquate par rapport à la politique d'entreprise, il peut être dégradé pendant sa carrière. Il peut être dégradé en first officer pendant une certaine période. Ça peut arriver, ça aussi. Les gens pensent que le gars, il est commandant, ça y est, un bon island. Non. C'est arrivé. Et c'est arrivé. C'est arrivé dans toutes les compagnies. Hein. Ou bien, des fois, il arrive jusqu'à être fired, c'est-à-dire pas dehors, carrément. Mais c'est comme ça, c'est un métier où les gens remettent sur la table tous les 6 mois, pratiquement, la licence en jeu pour les simulateurs, tous les ans pour les vises médicales, au moins de 60 ans, au-delà de 60 ans, tous les 6 mois toujours, les contrôles en ligne, les contrôles inopinés, etc., les connaissances, non. Donc voilà, c'est un packaging qu'il faut respecter, il faut aimer être dans cette aventure et pouvoir tenir et avoir le rythme. D'ailleurs, j'avais une question. Comment ça se passe chez Air Algérie pour obtenir les heures en tant que pic? Parce qu'il faut savoir en fait que pour valider ça en ATPL, il faut les 1500 heures, mais dans les 1500 heures, il faut quelques heures en tant que pic. Ça se passe comment chez Air Algérie? Par exemple, quelqu'un qui rentre en ATR, est-ce qu'il peut avoir ses heures en tant que pic, en tant que premier officier? Alors, quand il rentre à la compagnie, il ne passera pas le PL sur ATR, il le passera que sur Boeing. Ou bien Airbus. Bien sûr, 330. Voilà. Donc, les heures sur ATR, il n'y a pas de pic, il n'y a pas des heures de pic. Non, il y aura des heures, mais on va comptabiliser le tout. Il faut Comme avoir... vous, oui. Ah, ouais. Karim Krim, c'est pilot in command, pilote en commande. Voilà. Il a fait des heures de vol, en pilote en commande. Voilà. Donc, il passera son ATPL, quel que soit... il peut faire 1000 heures sur ATR. Et après, quand il passera sur Boeing, s'il fait les 500 heures, 1500 heures, on lui fait passer l'ATPL. Voilà. D'accord, parce qu'en fait, j'ai découvert qu'au Canada, il y a beaucoup de compagnies, surtout les petites compagnies. Tu peux travailler pendant 5-6 ans. Tu peux avoir les 1500 heures, mais tu n'auras pas les minimums requis en tant que pic. Oui, Donc, parce que les gars pilotent des avions légers, enfin des avions où tu peux être commandant de bord avec le CPL AEA. Ouais. Tandis que nous, le gars, il ne peut pas être commandant de bord tant qu'il n'a pas la licence ATPL. C'est de moins de 20 tonnes au Canada sur les machines sur lesquelles ils volent. Donc, moins de 20 tonnes, tu n'as pas besoin d'ATPL. Par exemple, tu prends le Biche 1900, c'est un avion de 18 places, le Biche 1900D, 18 places, donc tu n'as pas besoin d'ATPL, tu as besoin que du CPLIA. Non, surtout qu'ils disent que pour que certaines heures soient comptabilisées en tant que pic, il faut que le commandant de bord soit qualifié pour... J'avais pas compris en fait la subtilité, mais ils disent ça marche pas avec tous les commandants de bord. Il faut certains commandants de bord pour que tu peux cumuler quelques heures de pic en tant que pic. Il faut que le commandant de bord qui est avec toi soit instructeur. Voilà.
Vous avez vu, les derniers temps, il y a eu pas mal de problèmes avec les Dash 8 pour le train. Il y a de plus en plus. Hein. Est-ce que c'est vieillissement, structure, est-ce que... Je sais pas. Mais de plus en plus. Au Ouais, Canada, tu veux dire? il y a de plus en plus des problèmes avec les Dash. Bon, à voir. Les compétences, tu vois, les Américains, ils disent maintenant, ce n'est même pas les compétences, parce que c'est bien d'acquérir les compétences et tout ça, mais dans l'aviation, c'est de les maintenir. Et surtout, ils appellent ça maintenant currency. C'est-à-dire les dernières expériences, les ou le rating, les 6 mois en arrière. D'ailleurs, c'était l'objet de 2 réunions que nous avons fait à l'aviation, la direction de l'aviation, enfin de l'aviation, la NACTANA. C'est par rapport à déterminer, enfin, remettre un peu à jour les licences un petit peu de vol. Sur les Feitin 5 ans, les Feitin, les pendant 3 ans, parce que chaque pilote est différent, surtout les jeunes qui n'ont pas pu accéder des fois à la compagnie. Comment il entretient la licence d'air. Wow. Donc, on peut dire qu'on peut être, on va dire, un pilote standard, mais c'est beaucoup plus les 6 derniers mois qu'on a exercé, comment ça a été. C'est pour ça qu'il y a les maintiens de compétences. Oui, il faut que les gens aient bien conscience, tu as parfaitement raison de le dire, il faut que les gens aient bien conscience que une licence, c'est quelque chose de très volatile. Hein. On a sa licence. Alors, il y a le brevet, qui est l'examen théorique. Le brevet, il n'y a pas de problème, ça c'est acquis, enfin, pas complètement, parce que la TPL théorique, si on passe pas, machin, enfin bref, il y a une durée de validité. Mais il y a le brevet, qui est l'examen théorique, qui est acquis, d'accord? Et la licence, c'est le papier qui vous permet d'exercer les privilèges liés au brevet, d'accord? Donc d'être commandant de bord sur un avion tel et tel, etc., dans telle et telle condition. Et que quand on a sa licence, on est tenu de voler pour pouvoir la renouveler. Et donc c'est ça qui est très important. Quand on a sa licence, encore faut-il soit trouver du boulot, sinon si on ne trouve pas du boulot tout de suite, il va falloir payer pour voler, pour faire les quelques heures qu'il nous faut faire pour pouvoir renouveler notre licence. Voilà. Mais le théorique est valable 5 ans. Hein. Ouais, si on ne le débloque pas au bout de 5 ans, on le perd. Et après, si tu es en ligne, si tu travailles, il est valable jusqu'à ce que tu passes ton PL ou voilà. D'ailleurs, il y en a un qui a dit que c'était comme le permis, mais en fait, malheureusement, non. Parce que c'est valable vraiment pour une durée. Si on ne vole pas pendant 1 an, on remet en question sa licence. Il faut refaire des heures. C'est pour ça qu'on peut dire que les compétences, c'est surtout les derniers 6 mois d'exercice en termes de compétences. C'est-à-dire, c'est pas uniquement en disant oui, il y a 5 ans j'étais pilote. C'est pas Kemal, peut-être un médecin ou le diplôme, on va dire, il n'y a pas de simulateur, quoi. Exactement, ouais. Il y a Sam qui est là, il est en retard aujourd'hui, Sam. Ça est en train de nous descendre en flèche. Vive Jib et tout le monde Kawelo. D'accord. N'empêche qu'on est d'accord. Sam, On est d'accord. On accepte. On dit que le mois prochain, j'ai 4 jours à Doha, le 16. Le 16, je passe 4 jours. Maintenant, si tu t'en sors de cette histoire d'hydravion. Oui. Si tu survis à l'hydravion, on pourra voir. Voilà. J'ai pas fait la blague. Déjà l'avion, hein? L'hydravion. Tout à l'heure, pendant qu'on prenait le thé, mon épouse, je lui ai parlé de ça. Elle me dit, tu monterais dedans? Je lui dis non. Monomoteur, je me souviens du Fox Bravo uniforme Tango Juliette avec un arrow avec lequel je me suis écrasé cause pas de moteur. C'est bon. Monomoteur, voilà, on arrête. D'accord, Mohamed. Salut, Mohamed. Mohamed. Oui, comment ça va bien? Oui. Là. Oui, Mohamed. Comment ça va bien, la base? Ça va, oui, la base. Alhamdulillah. عندك une mauvaise connexion, Zahbi. Tu as une très mauvaise connexion, Zahbi.
أنا رجليتها سي بون. Vas-y. Vas-y. Mais les gars, tu vois, on continue de parler. On verra. Brésilienne, vas-y, je pense que tu es en train de demander s'il y a une école. J'ai pas en tête la tête de l'école. Elle dit que ACC, t'as notre ami Ibn Rennem. Je sais pas qui c'est qui connaît le truc. Normalement, c'est Algerian Cabin Crew, في حضرة. Belle école. Non, il y a Mourad qui avait répondu, mais il lui a pas dit le show. Tu as dit le showroom, mais showroom de quelle marque? Je crois que c'est je sais pas quoi. Il y a deux showrooms, il va voir, elle va voir où il va voir. Et Algerian Cabin Crew, je pense. ACC. Cabin Crew, l'intersection avec Weekend Rouge. Vas-y. Merci beaucoup. Voilà. Donc, tu as l'information. Oui. Ben, bon courage. Parce que c'est une très bonne école en plus. On le connaît très bien. C'est un ancien chef de cabine. Enfin, CCP, chef de cabine principal. Et il a une équipe formidable qui travaille avec lui. Et ils font du très bon boulot puisque les gens qui sont sortis de chez lui, il y avait pas mal de personnes qui sont allées faire les 60 heures chez Algérie et Tassili et qui ont rejoint en CDD pour le début, en contrat déterminé, à durée déterminée pour ensuite passer en CDI. À côté du showroom. Le showroom LG. Showroom LG. Oui, il y a également une qui est au centre commercial El Quds à Chiraga. Ouais. Bon, l'ingénieur de Méziane. travaux finis est monté nous dire bonjour pour partir. Il va nous en faire entendre la vaisselle et il part. Captain Salah. Salut Sabri. Bonjour tout le monde. Enfin, bonsoir tout le monde. Je suis désolé d'arriver si tard. J'avais oublié qu'il y avait un live en fait. On veut le son de la vaisselle parce qu'il nous reste 3 minutes pour le live pour quitter. Non, pas de vaisselle. Tu n'auras pas ce que tu veux. Pas ce soir. Vas-y, ça va, Sabri? Alhamdoulilah, tranquille. Je travaille le 1er novembre, la nuit. J'ai un vol sur Istanbul prévu à minuit, si jamais j'ai un avion, hein, parce qu'apparemment le 1er novembre, ça va être un peu... short. Un peu beaucoup de turbulences hein, Ben ça va, moi, dans la programmation des vols. Moi, je rentre de Montréal le 1er novembre. Bah, si tu arrives tôt le matin, tu vas... Il Non, va j'arrive. rentrer le matin, en vérité, vers 5 heures. Et on décolle demain. Non, on décolle demain à 8 heures du matin. 8 heures du matin? Oui, ils ont avancé l'horaire. Ah, ok. Non, mais tu arrives à quelle heure à Alger? À 3 heures du matin. Ouais, voilà, si tu arrives comme ça très tôt, avant 7 heures, c'est bon. Après, ils vont fermer l'espace aérien jusqu'à 14 heures, donc voilà quoi. Enfin bref. Messieurs, bonsoir tout le monde. Merci, Ferrier. Bonsoir à tous. Et merci pour Bonsoir tout le monde. Allez. Ciao, Bonne ciao. soirée. Ciao l'équipe. À demain. À jeudi, Inch'Allah. Allez, Morad, on se parle par message. Je réponds à Karim Ciao, Karim ciao. qui prend un vol de Orly-sur-Oran. Il n'y a pas de perturbation. Il n'y a pas de perturbation. En dehors d'Alger, il n'y a pas de perturbation. Pas sur Alger. Voilà.